Les fusillades scolaires. On voudrait croire que c'est du passé, que ça n'arrive plus. Mais elles continuent. Et à chaque fois, elles laissent derrière elles des familles brisées, des communautés dévastées, des cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. Quand les coupables sont enfin condamnés, les réactions sont aussi variées que les individus eux-mêmes. Certains s'effondrent, d'autres restent de marbre, et d'autres encore sourient. Voici les 10 fusilleurs scolaires face à leur sentence à vie. Numéro 1. T.J. Lane. Le 27 février 2012. La cafétéria de Chardon High School. Des élèves attendent le bus, d'autres prennent leur petit déjeuner. Une matinée ordinaire. Puis un élève se lève et ouvre le feu. 3 étudiants perdent la vie. 3 autres sont blessés. Le coupable est rapidement identifié grâce aux images de surveillance. Thomas Michael Lane, 3. 17 ans. Connu sous le nom de TJ. Arrêté, il avoue la fusillade. Mais quand on lui demande pourquoi, il ne peut pas répondre. TJ a grandi dans un foyer ravagé par la violence domestique et les comportements criminels. Son état mental est remis en question, mais il est jugé apte à être jugé. Dans une salle d'audience remplie de familles de victimes, le juge prononce 3 peines de prison à vie consécutive. Et là, TJ déboutonne sa chemise bleue. Lentement, délibérément, pour révéler un t-shirt sur lequel il a inscrit un mot obscène. Oui, vous avez bien entendu. Face aux familles qui ont tout perdu, il sourit. Il fait des gestes obscènes. Il se moque. Le juge lui-même est contraint de s'adresser directement à lui et soulignant l'absence totale de remords. Les proches des victimes prennent la parole. TJ continue de sourire. Pas une once de culpabilité. Pas une once d'humanité. Le 11 septembre 2014, TJ Lane s'évade de prison avec 2 autres détenus. Chardon High School est immédiatement bouclé. La panique s'installe. Mais la liberté ne dure pas. Moins de 24 heures plus tard, il est rattrapé. Et il repart purger sa peine. Toujours avec ce sourire. Numéro 2. Sky Butch. Crystal River, un homme. Un plan. Et une volonté délibérée de faire peur. Sky Butch voulait aller à Forest High School à Ocala, en Floride, et terroriser les élèves. Il s'y prépare méthodiquement. Un fusil à canon scié dissimulé dans un étui de guitare. 2 cachets avalés. Un gilet tactique caché sous son sac à dos. Et le 20 avril 2018, il se rend dans son ancienne école et tire à travers une porte. Un étudiant de 17 ans est touché à la cheville. Toute l'école bascule dans la terreur. Lors de son audition, Butch ne cache rien. Il avoue avoir recherché des fusillades dans des églises et des écoles. Il explique avoir choisi une école parce que les fusillades scolaires attirent davantage l'attention médiatique. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond que tout s'est construit depuis son enfance. La maladie mentale, la violence, la négligence. Il dit que ce n'était pas une bonne journée, qu'il aurait pu recharger son fusil, mais qu'il l'a simplement laissé tomber. Il présente ses excuses à l'étudiant blessé, tout en reconnaissant que ce dernier pouvait penser ce qu'il voulait. Sa grand-mère, Linda Castello, est présente à l'audience. Elle affirme que son petit-fils est désolé, qu'il est gentil. Butch lui-même demande au juge une peine allégée. Le juge refuse. 30 ans de prison. 30 ans de liberté surveillée à la sortie. Il devra purger au minimum 25 ans. S'il sort au terme minimum, il aura 47 ans. Numéro 3. Caleb Sharp. Le 13 septembre 2017. Freeman High School. Caleb Sharp arrive armé jusqu'aux dents. Il ouvre le feu sur ses camarades. Sam Strand perd la vie. 3 jeunes filles sont blessées. Des dizaines d'autres sont traumatisées à jamais. Dans la salle d'audience, le silence est total quand le juge prend la parole. Amy Strand, la mère de Sam, regarde les images de surveillance. Les larmes coulent sur son visage. Elle ne détourne pas les yeux. Sharp, lui, il ne réagit pas aux images. Derrière lui, ses parents ferment les yeux. Et puis, pour la première fois depuis les faits, Sharp prend la parole. Il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il puisse dire, qu'il est désolé. Il s'adresse directement à Amy Strand, aux jeunes filles blessées, à toute la communauté. Il dit qu'il prie pour obtenir le pardon. Pendant ce temps, Amy Strand pleure. Sa fille Emily la tient dans ses bras. Son avocat plaide la jeunesse de Sharp, son immaturité au moment des faits et demande une peine fixe de 20 ans. Le juge n'est pas d'accord.
Sharp devra comparaître devant une commission de libération conditionnelle avant toute remise en liberté. Avec la détention préventive déduite, ce sera 35 ans avant qu'il puisse formuler une demande de libération. Le juge précise que la peine maximale autorisée par la loi, près de 46 ans à vie, aurait été justifiée. Numéro 4. Ethan Crumbley, le 30 novembre 2021. Oxford High School, Michigan. Ethan Crumbley a 15 ans. Il entre dans l'école armé d'un pistolet semi-automatique 9 mm chargé, acheté 4 jours plus tôt. Dans son journal, il avait décrit qu'il allait provoquer la plus grande fusillade scolaire de l'histoire du Michigan. Qu'il avait complètement perdu la tête. Et il tient parole. 4 étudiants perdent la vie. 7 autres personnes sont blessées, dont un enseignant. Le 24 avril 2023, Crumbley comparaît devant le tribunal en combinaison orange, un masque médical abaissé sous le menton. Il plaide coupable à toutes les charges. Et le procureur qualifie l'affaire de cas historique. Le juge lui demande si c'est son choix. Crumbley répond. Oui, monsieur. La mère de Madison Baldwin, 17 ans, fond en larmes dès que le nom de sa fille est prononcé. Crumbley confirme avoir tué chaque victime, nommée à voix haute une par une. Il reconnaît avoir récupéré l'arme dans un rangement non verrouillé chez lui le jour du drame. Il l'avait cachée dans son sac à dos, l'avait sortie dans des toilettes, puis avait ouvert le feu. Ses parents, James et Jennifer Crumbley, avaient plaidé non coupables dans cette affaire. Crumbley contredit directement leur version. Il affirme avoir donné de l'argent à son père pour acheter l'arme, et que cette arme était facilement accessible. Dans son journal, il avait écrit que sa première victime devrait être une jolie fille avec un avenir, pour qu'elle souffre comme lui. Il le confirme devant le tribunal. Il l'a cherchée délibérément. Crumbley encourt désormais la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aucune émotion sur son visage pendant toute l'audience. Son avocate affirme pourtant qu'il est sincèrement remorseful. Elle avait initialement envisagé un plaidoyer de folie. Mais elle reconnaît que ce type de défense est difficile à soutenir. Son client a choisi de plaider coupable. Numéro 5. Brandon Spencer. Une soirée d'Halloween. Le campus de l'Université de Californie du Sud. Brandon Spencer, 21 ans, ouvre le feu sur 4 personnes. 4 condamnations pour coup de feu. 40 ans à perpétuité. Quand le juge prononce la sentence, Spencer se penche en avant et frappe son front 2 fois sur le bureau. Et y sanglote. Son avocat plaide la clémence. Il évoque la vie entière de Spencer, son travail comme agent de sécurité agréé, son ambition d'aller à l'université. Mais le procureur dresse un portrait radicalement différent. Des liens avec des gangs. Des tweets extraits de son téléphone utilisés comme preuve. Spencer, décrit comme un membre de gang bien connu et répertorié, avait été lui-même touché par balle à l'estomac en août 2011 par un rival non identifié. Avant la sentence, Spencer prend la parole. Il dit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais je ne peux pas passer le reste de ma vie en prison. » Quand on lui demande pourquoi il s'excuse, il précise qu'il est désolé pour ce qui est arrivé aux victimes. Pas d'avoir commis les fesses. Le procureur soutient que Spencer cherchait à se venger en tirant sur Gino Hall, membre présumé d'un gang rival, devant la fête. Hall, ancien joueur de football prometteur à Crenshaw High School, témoigne qu'il parlait à sa petite amie quand il a été touché. Il n'a rien vu venir. Selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles, Spencer et Hall avaient un conflit actif sur les réseaux sociaux, alimenté par leur rivalité entre gangs. 3 autres innocents ont payé le prix de cette vendetta. Alors que Spencer est emmené pour commencer sa peine, sa famille s'effondre. Les larmes, les embrassades. En prison, Spencer a perdu du poids. Il prend des antidépresseurs. Il lutte pour garder son calme. Numéro 6. Carneal. Le 1er décembre 1997, 7h45 du matin. Un lycéen arrive à l'école accompagné de sa sœur. Dans son sac à dos. Et un pistolet chargé. Enroulé dans une couverture, déguisé en projet artistique, un fusil à pompe et une carabine. Personne ne remarque rien. Carneal insère des bouchons d'oreille, sort le pistolet et ouvre le feu sur un groupe de jeunes élèves réunis pour une activité parascolaire. 10 balles. En quelques secondes. 3 jeunes filles perdant la vie. 5 autres étudiants sont grièvement blessés. Carneal avait une longue histoire de harcèlement scolaire derrière lui.
Il souffrait d'anxiété, de dépression et d'une paranoïa sévère. Il bouchait les bouches d'aération et les fenêtres des salles de bain, convaincu que quelqu'un l'observait. Après le drame, il est diagnostiqué avec un trouble schizotypique de la personnalité. Puis, après une réévaluation avec une schizophrénie franche. En octobre 1998, et il plaide coupable. Le juge accepte le plaidoyer à une condition. Une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans, soit en 2022. Carnéal exprime des remords. Il reconnaît n'avoir pensé qu'à lui-même ce matin-là, sans mesurer la destruction qu'il allait causer. Il dit avoir souffert de délire et de paranoïa. Il affirme que la thérapie et les médicaments reçus en prison ont stabilisé son état mental. Mais quand vient le moment de la libération conditionnelle, il témoigne qu'il entend encore des voix. Les mêmes voix qui, dit-il, lui avaient ordonné d'ouvrir le feu. Cette déclaration suffit. Toute chance de liberté s'envole. Numéro 7. Pagurtsis. 10 personnes. En quelques minutes. Santa Fe High School, Texas. Le 18 mai 2018. Et Dimitrios Pagurtsis, 17 ans, entre dans la salle d'art à 7h32 et commence à tirer. 8 étudiants. 2 professeurs. 13 autres blessés. À l'époque, c'est la 3e fusillade scolaire la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Un membre du personnel déclenche l'alarme incendie pendant l'attaque. La majorité de l'école évacue. Pagurtsis est arrêté. On découvre ensuite ses journaux intimes sur son téléphone et son ordinateur. Il avait tout planifié. Il voulait mourir après. Et il avait indiqué clairement ses intentions. Il confie à la police qu'il avait choisi de cibler certains camarades et d'épargner ceux qu'il aimait, pour que son histoire soit racontée. Ses anciens professeurs le décrivent comme un élève discret, sans comportement alarmant. Il était sur la liste d'honneur, et s'il jouait au football américain. Rien ne laissait prévoir l'horreur. Parce qu'il était mineur au moment des faits, ni la peine de mort ni la prison à vie sans conditionnel ne sont applicables. Il encourt une peine à vie avec possibilité de libération après 40 ans. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, il est calme. Aucun remords visible. Il répond à chaque question sans hésiter, sans trébucher sur un seul mot. Après la fusillade, les élèves organisent une veillée aux bougies. 10 croix blanches sont plantées devant l'école. Le président Trump ordonne que les drapeaux américains soient mis en berne du 18 au 22 mai. La famille de Pagurtsis publie un communiqué présentant ses condoléances aux victimes et remerciant les premiers intervenants. Numéro 8. Loukaitis. Et 2 février 1996. Frontier Middle School, Moses Lake, Washington. Barry Dale Loukaitis a 14 ans. Il arrive à l'école habillé comme dans un western. Long manteau noir, style Far West. Dans ses mains, un fusil de chasse et 2 pistolets appartenant à son père. Il entre dans sa salle d'algèbre en 5e heure et ouvre le feu. Son professeur d'algèbre et 2 étudiants perdent la vie. Ses camarades sont retenus en otage jusqu'à ce qu'un coach de sport intervienne et le maîtrise. La famille Loukaitis traversait une période de crise profonde. Ses parents se séparent en 1995. Sa mère dépose une demande de divorce en janvier 1996, après avoir découvert une infidélité. Les psychologues de la défense évoquent une dépression ou un trouble bipolaire. Le psychiatre de l'accusation diagnostique un trouble dysthymique. Le procès fait l'objet d'une couverture médiatique intense et est déplacé de Spokane à Seattle. Loukaitis plaide la folie pour tous les chefs d'accusation. En 2012, la Cour suprême des États-Unis statue que les mineurs condamnés pour crimes capitaux ne peuvent recevoir de peine automatique à vie sans conditionnel. En 2016, cette règle est appliquée rétroactivement. Lors de la nouvelle audience de condamnation en 2017, Loukaitis prend la parole pour la première fois. Il dit que c'est parce qu'il était faible et stupide. Il est condamné à 189 ans de prison. Numéro 9. Nicolas Cruz, 19 ans. Un fusil semi-automatique et 17 vies brisées à jamais. Le 14 février 2018, Nicolas Cruz entre dans Marjory Stoneman Douglas High School à Parkland, en Floride. Il tue 17 personnes, en blesse 17 autres, puis prend la fuite à pied, se fondant dans la masse des élèves qui évacuent. Il est arrêté sans incident environ 1 heure plus tard à Coral Springs. Cruz avait des antécédents comportementaux depuis la maternelle. 6 écoles différentes en 3 ans. Des menaces répétées contre des camarades. Rien n'avait été suffisamment pris au sérieux.
Dans la salle d'audience, il est assis, menotté, en combinaison rouge. Il écoute attentivement la juge Elizabeth Scherer prononcer sa sentence. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury avait voté 9 voix contre 3 pour la peine de mort le 13 octobre. Mais la loi de Floride exige l'unanimité. Cette unanimité n'a pas été atteinte. Pendant 2 jours, les familles des 17 victimes se lèvent, une par une, et s'adressent directement à Cruz. Parents, frères et sœurs, conjoints, survivants blessés. La juge les salue. Elle dit qu'ils sont forts, dignes et patients. Mais certaines familles ne cachent pas leur rage. Linda Bagel-Schulman, la mère du professeur Scott Bagel, déclare que la vraie justice serait que chaque famille reçoive une balle et son fusil. Cruz les fixe du regard, presque sans émotion. Ce qui rend la scène d'autant plus glaçante qu'il avait sauvagement agressé un gardien de prison juste avant de comparaître. Jennifer Guttenberg, la mère de James Guttenberg, interpelle Cruz directement. Elle lui reproche de cacher ses expressions derrière un masque chirurgical bleu. Cruz retire le masque. Linda Bagel-Schulman dit trouver un certain réconfort en sachant que Cruz va rejoindre un établissement de haute sécurité où il devra surveiller ses arrières chaque jour pour le reste de sa vie. Numéro 10. Devon Erickson. Highlands Ranch, Colorado. Le 7 mai 2019. STEM School Highlands Ranch au sud de Denver. Devon Erickson, 18 ans, et son complice Alec McKinney, 6 ans, entrent dans une salle de classe par 2 portes différentes. Stratégie délibérée pour maximiser le nombre de victimes. Les élèves regardaient un film dans le noir à quelques jours de la fin de leur année de terminale. McKinney avait planifié l'attaque pendant des semaines. Il voulait cibler des camarades qui se moquaient de lui parce qu'il était transgenre. Kendrick Castillo, 18 ans, et se lève pour tenter de stopper l'attaque. Il est tué. Il est salué comme un héros. Erickson est condamné sur 46 chefs d'accusation. Parce qu'il était majeur au moment des faits, il fait face à une peine obligatoire à vie. La juge Teresa Michelle Slade ajoute des centaines d'années supplémentaires à cette peine à vie pour les multiples chefs d'accusation. Pendant toute l'audience, Erickson n'affiche presque aucune émotion. Puis ses parents, sa sœur, son grand-père prennent la parole. Ils lui disent qu'ils l'aiment. Et sa voix se brise. Quand la juge lui demande s'il souhaite s'exprimer, il refuse. La juge déclare qu'elle ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'elle puisse lui dire qui ferait une différence. Erickson n'a jamais tenté d'expliquer ses actes, laissant une communauté entière sans réponse. Sans clôture. McKinney, jugé comme mineur, est également condamné à vie, mais pourrait être éligible à la libération conditionnelle après environ 20 ans dans le cadre d'un programme pour délinquants juvéniles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ces histoires ne doivent pas être oubliées.